La centrale nucléaire. C'est le site industriel le plus impressionnant et le plus sophistiqué jamais inventé par l'homme. Mais c'est aussi le plus sécurisé, le plus secret et sans doute le plus redouté. Une des difficultés avec le nucléaire, c'est que toute cette histoire a commencé par une bombe. Pourtant, l'énergie nucléaire est une vraie passion française. Elle représente les 3/4 de l'électricité que nous consommons. Rapporté au nombre d'habitants, la France est le pays le plus nucléarisé du monde. Pas moins de 58 réacteurs répartis dans 19 centrales sur tout son territoire. Un record. Une marque de fabrique française de faire des choses un peu centralisées, un peu massives. Seulement voilà, cet imposant parc nucléaire est aujourd'hui vieillissant. Nos réacteurs ont été conçus au départ pour une durée d'exploitation de 40 ans. Et la plupart atteindront bientôt cet âge fatidique. EDF a donc lancé un vaste programme de rénovation et de sécurisation de ces sites qui empruntent son nom au vocabulaire marin, le grand carénage. Ces travaux doivent offrir une seconde jeunesse aux centrales françaises afin de les maintenir en activité 10 ou 20 années supplémentaires, voire davantage. L'objectif du grand carénage, c'est de permettre de prolonger la durée de fonctionnement du parc nucléaire existant. C'est le plus grand chantier industriel de ces prochaines décennies en France. Les travaux se poursuivront au moins jusqu'en 2025 et leur coût s'annonce astronomique, entre 50 et 100 milliards d'euros. Mais ce grand carénage devra d'abord convaincre de son efficacité. Car plusieurs catastrophes, comme celle de Tchernobyl ou de Fukushima, ont rappelé à quel point une centrale nucléaire peut être dangereuse. Vis-à-vis du nucléaire, l'heure est à la prudence. Il faut réellement, en matière de sûreté, imaginer l'inimaginable. Le grand carénage ne consiste donc pas seulement à rénover les équipements existants. Il vise aussi à renforcer la sûreté par de nouveaux dispositifs. Remplacement d'énormes composants. Création d'une force d'intervention nucléaire unique au monde. Construction d'équipements monumentaux. Rien ne doit être laissé au hasard. Mais est-ce suffisant pour éviter tout risque d'accident? Ce qui est sûr, c'est que le risque zéro n'existe pas. Nous, notre mission, c'est d'essayer de repousser ce risque le plus loin possible. Comment les acteurs du nucléaire vont-ils relever ce défi industriel qui engage la sécurité de tous les Français? Pour la première fois, vous allez pénétrer au cœur des centrales nucléaires et découvrir ce gigantesque programme de modernisation. Une plongée vertigineuse depuis la fission de l'atome d'uranium jusqu'à la production d'électricité. Cruas, Gravelines, Nogent, Penly, Tricastin. Partout en France, le chantier du grand carénage a déjà commencé et d'une centrale à l'autre, les travaux sont à peu près identiques. Une particularité du parc de centrales nucléaires françaises, c'est qu'elles sont toutes construites selon, en gros, le même modèle. Un même modèle, car le parc nucléaire français a été édifié sur une période très courte. 20 années entre 1971 et 1991. La France a eu une politique extrêmement volontariste et extrêmement ambitieuse. On a construit 58 réacteurs. Les travaux de la toute première centrale du parc actuel ont débuté en 1971 à Fessenheim en Alsace. Au cours des 2 décennies suivantes, pas moins de 3 réacteurs par an ont vu le jour dans l'Hexagone. Un chantier colossal. Sur tout le territoire, les Français ont assisté au déploiement du plus important projet industriel de leur histoire. Mais pourquoi ce choix si radical du nucléaire? Pour une raison extrêmement simple, c'est que la France n'a pas d'énergie sur son sol. Pratiquement pas de pétrole et pas de gaz. Certes, on importe l'uranium, mais c'est beaucoup moins cher que d'importer du gaz, du pétrole ou du charbon. Donc le nucléaire a été fait pour minimiser la dépendance aux importations dans la production électrique. Mais avec cette politique, on est passé d'une dépendance à une autre. La France est devenue dépendante du nucléaire. En attendant que des technologies alternatives prennent le relais, nous aurons besoin quelques années encore de nos vieilles centrales.
quitte à dépasser les 40 ans d'exploitation envisagés au départ. C'est tout l'enjeu du grand carénage. En 40 ans, ce n'est pas une fin de vie technique du matériel, au-delà de laquelle il serait inapte à fonctionner. C'est la durée initiale pour laquelle il a été qualifié. Pour aller au-delà de cette durée initiale, EDF va devoir prouver que grâce aux travaux en cours, ces installations vont rester sûres et fiables. Les centrales nucléaires ont été conçues pour 40 ans et EDF a annoncé qu'il souhaitait porter cette durée à 50 voire 60 ans. Au-delà de 40 ans, continuer à fonctionner, c'est un saut majeur par rapport à ce qu'on a imaginé au départ, qui est loin d'être anodin et qui doit vraiment prendre le temps d'être posé techniquement avant de franchir le pas. Si l'industrie nucléaire suscite une telle prudence, c'est qu'elle présente pour les populations environnantes des risques qu'il faut à tout prix maîtriser. Il est clair que le nucléaire est dangereux. Qui dit nucléaire dit radioactivité, qui dit radioactivité dit risque. La radioactivité est dangereuse si les produits radioactifs se déposent sur votre peau. Elle est dangereuse si vous respirez des produits radioactifs et elle est dangereuse si vous ingérez des produits radioactifs. Les dispositifs de sûreté visent donc à empêcher que cette radioactivité se diffuse à l'extérieur de la centrale. Donc certains rayonnements sont très faciles à arrêter. Une simple feuille de papier peut les arrêter. D'autres rayonnements, notamment les rayonnements gamma, supposent des épaisseurs de matériaux conséquentes. Il faut utiliser plusieurs décimètres de plomb pour les arrêter complètement. Confiner cette radioactivité est une priorité, car les effets d'une exposition à ces rayonnements peuvent être dramatiques. Ce sont des phénomènes de type, par exemple, augmentation du risque d'apparition de cancer ou de mutation de l'ADN. Donc effectivement, il y a une quantité de matière radioactive très importante dans les centrales nucléaires et si jamais elle était libérée dans l'environnement, eh bien le risque c'est d'exposer les populations à des doses très importantes. Pour prévenir ce risque, l'État français a créé en 2006 une agence indépendante, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Une situation on l'a vu, et donc dans le message quart d'heure, je sais pas, vous l'avez regardé le message quart d'heure ? L'ASN est le gendarme du nucléaire. Une de ses missions est de vérifier que le chantier du grand carénage répond bien aux exigences de sûreté. On peut suspendre le fonctionnement d'un réacteur à tout moment si les conditions de sûreté ne sont pas présentes. On peut également imposer à EDF la réalisation de travaux pour améliorer cette sûreté. Ouais. C'est là que j'ai vu que l'autorité de sûreté nucléaire ne prescrit pas de moyens. Les moyens, c'est à l'exploitant de les déterminer. Essentiellement dans le but d'améliorer le niveau de sûreté des installations et puis des opérations de maintenance exceptionnelle, de remplacement de gros composants. Pour découvrir de près la rénovation d'une centrale nucléaire, rendez-vous à Cruasmès en Ardèche. Ce château fort industriel, planté au bord du Rhône, est parfaitement représentatif du parc nucléaire français. En 2023, cette centrale qui comporte 4 réacteurs atteindra l'âge de 40 ans. Ici, les travaux du grand carénage ont commencé en 2014. L'objectif est de prolonger l'activité jusqu'en 2033. Tous les bâtiments de cet immense site industriel sont concernés. Le bâtiment réacteur, où est produite l'énergie nucléaire, la salle des machines, qui transforme cette énergie en électricité, les tours de refroidissement, mais aussi la salle des commandes. Les travaux engagés exigent le déploiement de moyens humains et techniques hors du commun. Très exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation de pénétrer dans chacun de ces bâtiments. Mais avant la visite, il faut avoir en tête le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Contrairement aux apparences, cette technologie repose sur un procédé très familier. Comme beaucoup de centrales de production d'énergie, ça fonctionne sur la base de la chaleur. Il faut produire de la chaleur. Donc c'est très simple sur le principe. Je chauffe de l'eau. Avec ça, je fais de la vapeur. Je fais tourner un gros alternateur et je génère de l'électricité. Très simple en effet. Mais alors que dans une centrale thermique, la chaleur est produite par la combustion de pétrole, de gaz ou de charbon, ici, c'est la fission d'un noyau atomique qui permet de chauffer l'eau. Cette eau chaude produit ensuite de la vapeur.
La vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur qui, à son tour, produit de l'électricité. Énormément d'électricité. À elle seule, la centrale de Cruas fournit 40% des besoins en électricité de toute la région Rhône-Alpes. Plus de 1700 personnes, agents EDF et prestataires, y travaillent quotidiennement. L'accès est strictement réglementé. Et chaque réacteur comporte un bâtiment encore plus inaccessible que les autres. Le bâtiment réacteur qui abrite le cœur du dispositif nucléaire. Il s'agit d'un blocos de 60 mètres de haut en béton spécial très résistant. Ces murs de près d'1 mètre d'épaisseur servent de barrage contre la radioactivité. Pour pénétrer dans cette zone exposée aux radiations, il faut se soumettre à un protocole vestimentaire très strict. Chaussettes, chaussures, lunettes, gants, masques et combinaisons intégrales. Cette tenue ne sert pas seulement à se protéger, mais aussi à éviter de rapporter avec soi d'éventuelles poussières radioactives. En temps normal, il est impossible d'entrer dans cette enceinte qui renferme le réacteur nucléaire. C'est trop dangereux. Mais aujourd'hui, la radioactivité est très faible parce que ce réacteur est momentanément à l'arrêt. Le temps d'effectuer un certain nombre de travaux au programme du grand carénage. Ces travaux consistent à contrôler, à réparer ou à remplacer des kilomètres de tuyaux, des vannes ou des pompes. Mais aussi de très gros composants. Notamment ces énormes bonbonnes, appelées générateurs de vapeur, qui pèsent chacune 340 tonnes et qu'il faut renouveler. Et puis, il y a la cuve, le cœur du réacteur, qui doit faire l'objet d'un contrôle approfondi. Donc là, on voit la cuve sans le couvercle, puisqu'on l'a retiré cette nuit, pour réalisation des différentes interventions prévues sur le planning. La cuve est le composant le plus important de l'installation nucléaire. Ici, on n'en aperçoit que le sommaire. Mais en réalité, ce récipient en acier étanche est colossal. Il possède des parois de plus de 20 cm d'épaisseur et pèse 330 tonnes. Une cuve, c'est 3-4 mètres de diamètre et puis une dizaine de mètres de hauteur. Donc, vous voyez, une grosse cocotte minute, mais à une autre échelle que la cocotte minute habituelle. Comme toute cocotte minute, la cuve doit être remplie d'eau pour fonctionner. Et pour chauffer cette eau, on utilise ce bout de métal verdâtre, ou plutôt les atomes qui le composent, l'uranium-235. L'uranium-235 a cette propriété d'être fissile, c'est-à-dire que son noyau peut produire de l'énergie en se cassant sous l'effet d'un rayonnement de neutrons. C'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. Une réaction en chaîne qui produit une énergie extraordinaire. Car en se cassant, les noyaux d'uranium génèrent une chaleur phénoménale. Avec 1 kilo d'uranium, vous pouvez faire 1 million de fois plus d'énergie qu'avec 1 kilo de charbon. C'est quand même extrêmement séduisant. Séduisant, certes, mais la cuve est mise à rude épreuve lors de la réaction nucléaire. Car pendant la fission des atomes, des neutrons s'échappent et viennent percuter ces parois en acier. Sous l'effet des neutrons, la cuve du réacteur peut se fragiliser. L'acier de la cuve se dégrade progressivement, ses propriétés mécaniques diminuent dans le temps. Et il arrive un moment où elles ne permettent plus d'envisager le fonctionnement. En cas de dégradation importante de la cuve, celle-ci pourrait se casser et entraîner un accident nucléaire majeur. Il faut donc surveiller l'état de l'acier et vérifier que la cuve est suffisamment solide pour continuer à supporter la réaction nucléaire. C'est le but de la batterie d'examen réalisée à l'occasion du grand carénage. Et comme l'intervention humaine est impossible en raison de la radioactivité, on utilise cet étrange robot en forme d'araignée. Muni de caméras et de sondes à ultrasons, il peut détecter les moindres anomalies de la cuve. La cuve elle-même fait l'objet d'une inspection par un robot qu'on appelle la machine d'inspection en service, qui est immergée dans la cuve du réacteur et qui porte des capteurs qui permettent de vérifier l'état des soudures de la cuve du réacteur.
Jusqu'ici, ces tests effectués tous les 10 ans ont permis de constater la bonne résistance générale des cuves du parc nucléaire français. Les examens du grand carénage doivent démontrer que cette résistance peut durer au-delà des 40 années prévues au départ. L'enjeu est considérable, car la cuve contient plusieurs dizaines de tonnes de combustible radioactif. Ce qu'on appelle le combustible, en fait, ça brûle pas, évidemment. C'est un abus de langage. Ce qu'on appelle le combustible, c'est des petits tubes dans lesquels on a mis des petites pastilles d'oxyde d'uranium. Et c'est ça qu'on va plonger, qu'on va mettre dans le cœur pendant quelques années. Ces petites pastilles d'uranium sont introduites dans des gaines de 4 mètres de long qu'on appelle les crayons combustibles. Pour faire fonctionner la cuve, on y loge 160 assemblages de crayons combustibles qui chaufferont l'eau sans arrêt pendant près de 3 ans. L'eau rentre dans la cuve en étant froide et elle va s'échauffer au passage devant le combustible et ressortir plus chaude. Dans la cuve, la chaleur dégagée par les crayons combustibles se propage rapidement. Soumise à une pression élevée pour rester à l'état liquide, l'eau atteint une température de 320 degrés. Mais cette eau peut entrer en contact avec le combustible radioactif. Elle risque donc d'être contaminée et doit impérativement rester dans un circuit fermé, parfaitement étanche. Alors, pour faire circuler la chaleur sans laisser passer la radioactivité, on a recours à une pièce maîtresse, le générateur de vapeur. La cuve est entourée, selon les réacteurs, de 3 à 4 générateurs de 20 mètres de haut. Une partie importante du chantier du grand carénage porte sur ces énormes composants. Donc on est en train de réaliser ces remplacements de générateurs de vapeur dans le cadre du grand carénage. Ça fait partie des opérations un peu emblématiques sur le bâtiment réacteur. Les générateurs de vapeur fonctionnent un peu comme des bouilloires électriques. Ils sont truffés de tubes où circule l'eau du circuit fermé et qui jouent le rôle de résistance chauffante. Les tubes chauffent un deuxième circuit d'eau totalement indépendant du premier qui est porté à ébullition et se transforme en vapeur. Alors, le générateur de vapeur est un composant sensible d'une centrale nucléaire. L'eau circule dans beaucoup de tubes qui sont très fins. Et étant plus fins, ils sont plus sensibles aux problématiques de corrosion. À l'origine, c'est une question de sûreté. Donc la corrosion qui peut attaquer les tubes du générateur de vapeur peut provoquer des fissures. Et ça, les fissures, c'est interdit. Interdit, car en cas de fissure, l'eau radioactive pourrait contaminer le deuxième circuit, celui qui produit de la vapeur pour faire tourner la turbine. Et dans ce cas, la radioactivité pourrait se libérer dans l'environnement. Ces équipements, ils avaient été initialement conçus pour durer toute la vie du réacteur. Malheureusement, on a constaté à l'occasion des contrôles que, en fait, il se dégradait plus vite que prévu. Ces dégradations inquiétantes des générateurs de vapeur sont un maillon faible des centrales nucléaires françaises. La solution est donc radicale. Ça a nécessité l'engagement par EDF d'un programme de remplacement de tous les générateurs de vapeur. Ces opérations exigent un travail herculéen. Sur l'ensemble du parc français, il faut remplacer tous les générateurs d'une 50aine de réacteurs. Soit au total, près de 200 générateurs à changer. Or, la fabrication de chacun de ces mastodontes est déjà un véritable tour de force. Il faut assembler plus de 300 tonnes de pièces, le poids d'un Airbus A380. Pour y parvenir, les usines des fabricants, ici Framatome, tournent à plein régime depuis plusieurs années. Et une fois la fabrication de ces générateurs terminée, une autre prouesse technique reste encore à accomplir. Le remplacement des générateurs de vapeur, c'est une opération complexe et de grande envergure. C'est un gros composant qu'il faut pouvoir extraire l'ancien, ajouter le nouveau. C'est très compliqué, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Malheureusement, la première opération de remplacement en mars 2016 dans la centrale de Palluel en Seine-Maritime s'est très mal passée.
C'était le réacteur numéro 2 de la centrale de Paluel. Et lors de l'opération de retrait d'un des anciens générateurs de vapeur, celui-ci est tombé dans le bâtiment du réacteur. Il y a la chaîne de levage qui a lâché, entraînant un certain nombre de dommages sur l'installation. L'impact a provoqué une secousse comparable à celle d'un tremblement de terre et a endommagé la dalle de béton du réacteur numéro 2. Le réacteur était à l'arrêt complètement déchargé, il n'y a pas eu de conséquences pour la sûreté, mais en tombant, ce générateur de vapeur a endommagé la piscine réacteur. Depuis, les travaux ont repris à Paluel et fort heureusement, dans les autres centrales, les changements de générateurs se sont déroulés sans incident majeur. Mais pas sans sueur froide, car la manœuvre est très délicate. Elle dure plusieurs jours dans un espace extrêmement restreint. Retour à la centrale de Cruas. Après l'enceinte réacteur, nous découvrons un autre bâtiment où des rénovations importantes sont également programmées, la salle des machines. Nous sommes sortis de la zone radioactive. L'enjeu du grand carénage n'est donc plus ici la sûreté, mais l'efficacité de ces monstres mécaniques qui transforment en électricité la vapeur envoyée par les générateurs. La vapeur qui est issue des générateurs de vapeur, on va la travailler pour la rendre plus performante, plus puissante pour la turbine. Grâce à cette puissance, la vapeur entraîne les rotors de cette turbine de 40 mètres de long qui se met à tourner à une vitesse étourdissante. Les vibrations que vous avez, c'est les turbines qui tournent. On tourne à 1500 tours minute. La turbine transmet sa rotation à un alternateur semblable à la dynamo d'une bicyclette. Mais une dynamo qui ferait 17 mètres de long. Et cet alternateur transforme l'énergie qu'il reçoit en électricité. La turbine avec ses immenses rotors, mais aussi l'alternateur électrique, sont l'objet de rénovations et de changements de pièces aux dimensions impressionnantes. Là encore, le grand carénage doit assurer la sécurité et le bon fonctionnement des installations sur le long terme. Les lignes électriques qu'on voit ici, c'est ce qui va transporter l'électricité sur le réseau. La puissance électrique générée est considérable. À Cruas, chaque réacteur alimente en électricité près de 900 000 habitants. Et comme on y compte 4 réacteurs, la centrale couvre les besoins de plus de 3,5 millions de personnes. C'est un moyen de production d'électricité extrêmement compétitif et qui permet également de produire une électricité sans émission de CO2. Donc aujourd'hui, je vais être un peu taquin de l'autre côté, on se gargarise du bénéfice climatique de notre électricité qui ne produit pas de CO2, c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Mais tant mieux. Tant mieux, car les émissions de CO2 contribuent lourdement au réchauffement climatique qui menace notre planète. De ce point de vue, le nucléaire est donc bien moins polluant que les centrales thermiques au charbon, au gaz ou au pétrole. Et il faut quand même rappeler que casser un noyau d'uranium en deux, c'est pas oxyder un atome de carbone, c'est tout à fait différent. Et la fumée blanche qu'on voit au-dessus des tours de refroidissement, c'est juste de la vapeur d'eau. C'est pas de la fumée en fait, c'est de la vapeur d'eau. La tour de refroidissement. C'est le 3e bâtiment dans lequel nous pénétrons à Cruas. Son entretien nécessite aussi des travaux importants. Pour comprendre à quoi sert ce donjon de 150 mètres de haut, il faut se souvenir de ce qui se passe dans la salle des machines. La vapeur qui a fait tourner les turbines s'est transformée en eau chaude qui doit ensuite être évacuée. Donc cette eau chaude monte au niveau du château d'eau et ensuite elle tombe en gouttelettes dans le bassin pour se refroidir. L'eau de la salle des machines est en effet trop chaude pour être rejetée directement dans l'environnement. Pour la refroidir, on la transporte ici dans ces tours que l'on voit sur toutes les centrales situées au bord d'un fleuve. En fonctionnement, il n'y a que de la vapeur ici à l'intérieur. Ce que vous voyez là sur toute la superficie, c'est le système corps d'échange.
L'eau chaude est dispersée sur cette immense surface constituée de multiples alvéoles. L'appel d'air sous la tour refroidit l'eau qui ruisselle et retombe en fines gouttelettes dans ce grand bassin. Il contient près de 50 000 mètres cubes d'eau, l'équivalent de 20 piscines olympiques. Il y a une partie de l'eau qui redescend dans le bassin et une autre partie qui se transforme en vapeur. Cette autre partie qui se transforme en vapeur, c'est à peu près 7 mètres cubes secondes. La partie de l'eau qui n'a pas le temps de retomber dans le bassin est évacuée sous forme de vapeur par l'énorme conduit de cette cheminée. Et c'est uniquement cela qu'on voit s'échapper des tours. Partout en France, chaque réacteur nucléaire comporte un autre organe névralgique que nous découvrons à Cruas, la salle des commandes. Sa localisation sur la centrale est tenue secrète pour des raisons de sécurité. C'est ici que toutes les installations, du bâtiment réacteur à la salle des machines, sont pilotées à distance. La modernisation de la salle des commandes fait partie du programme du grand carénage. On s'attendrait à une sorte de cockpit d'avion. On est plutôt dans un décor à la Star Trek. En apparence, rien n'a changé depuis les années 1980. Alors, tout est mécanique ici, on voit bien ces indicateurs, c'est vraiment du mécanique. Les indications qu'on a ici en salle de commande, c'est bien tracé sur du papier et on change les rouleaux encore tous les mois parce qu'on est sur cette technologie qui a 30 ans. La modernisation est pourtant en cours, mais elle est invisible. Car elle consiste à remplacer progressivement les innombrables sons des capteurs placés un peu partout dans la centrale. Ces capteurs, reliés à la salle des commandes, permettent de mesurer en permanence toutes sortes de données indispensables à la surveillance des installations et donc à leur sûreté. Température, pression, tensions électriques, concentration chimique, des milliers d'indicateurs s'affichent ainsi en temps réel sur les compteurs et les cadrans qui tapissent ces murs. Certaines centrales sont passées au tout numérique, mais Cruas pas encore. Il y a un projet en cours là, et déjà certaines salles de commande sont équipées et c'est à venir. Voilà. Donc on essaie quand même de suivre les évolutions technologiques. La raison de cette prudence est que les systèmes numériques modernes, contrairement aux systèmes mécaniques classiques, sont exposés au piratage informatique et à la cybercriminalité. Faire évoluer cette interface amènerait certainement beaucoup plus de problèmes que ça n'en résoudrait. Donc cette technologie n'a pas évolué parce qu'elle fonctionne bien. Pas question en effet de prendre le moindre risque, car la salle des commandes est vitale en matière de sûreté. C'est ici qu'est surveillée la fission nucléaire et que peuvent être activés les dispositifs de secours en cas d'accident. Autant de fonctions qui ont fait défaut dans une centrale japonaise entrée en 2011 dans le livre noir de l'industrie nucléaire, Fukushima. À Fukushima, il faut imaginer que les personnels se sont retrouvés dans le noir, dans les salles de commande, avec plus aucune information sur l'état du réacteur, plus aucune possibilité de commander les différentes vannes ou pompes. Cette catastrophe a fait réfléchir les autorités nucléaires françaises et a beaucoup influencé le programme du grand carénage. Après l'accident de Fukushima, s'est posé la question en France, qu'avons-nous à apprendre de cet accident? L'accident de Fukushima, même s'il a fait moins de victimes que Tchernobyl, est d'un point de vue technique encore plus inquiétant. Car les réacteurs japonais utilisent des technologies très proches de celles des réacteurs français, ce qui n'était pas le cas de la centrale ukrainienne. Fukushima, c'est la démonstration de l'échec des principes fondamentaux de la doctrine de sûreté jusque-là. À Fukushima, c'est d'abord un séisme de magnitude 9 qui a fait trembler la centrale. Pour protéger le réacteur, il a fallu immédiatement interrompre la fission de l'uranium à l'intérieur de la cuve. Pour cela, il y a ce qu'on appelle des barres de commande qui sont lâchées, qui tombent à l'intérieur du réacteur et qui absorbent les neutrons et interrompent immédiatement la réaction nucléaire. À Fukushima, un système analogue a parfaitement fonctionné. La réaction nucléaire a été interrompue, mais cela n'a pas suffi pour éviter l'accident. Une des particularités d'un réacteur nucléaire, c'est qu'il faut le refroidir même lorsqu'il est arrêté. Parce que les produits de fission radioactifs dégagent de la chaleur et cette chaleur doit être évacuée. Donc un réacteur nucléaire, même si on arrête totalement la réaction en chaîne,
mais il faut continuer à le refroidir. Pour évacuer cette chaleur, on utilise tout simplement, et là encore, de l'eau. De grandes quantités d'eau, envoyées par des pompes pour refroidir le cœur du réacteur. Donc pour refroidir, il faut faire circuler de l'eau. Et pour faire circuler de l'eau, il faut une pompe. Et pour faire tourner la pompe, il faut de l'électricité. Or, à Fukushima, le séisme a eu pour effet de couper le réseau électrique. Les systèmes de secours se sont alors mis en marche. Des moteurs diesel, sorte d'énormes groupes électrogènes, ont rétabli l'électricité, exactement comme ce qui est prévu dans les centrales françaises. Mais 51 minutes après le séisme, une vague gigantesque a submergé la digue censée protéger la centrale. Ce tsunami a noyé le site sous 14 mètres d'eau. Et donc instantanément, ils ont tout perdu. Ils ont perdu les diesels, donc les sources électriques, les tableaux électriques qui permettent de faire les connexions, les pompes, tous les actionneurs de sûreté ont été perdus. Résultat, à l'intérieur de la cuve, les crayons combustibles n'ont plus été refroidis. La température a grimpé jusqu'à 1200 degrés et le combustible nucléaire s'est mis à fondre avec tous les équipements autour. Ça chauffe à un point tel que toute la matière entre en fusion et forme une espèce de magma infâme qu'on appelle un corium. C'est-à-dire un mélange de métal et d'uranium. Il va d'abord percer la cuve du réacteur, tomber à l'intérieur du bâtiment du réacteur, et qui peut également percer l'enceinte de confinement et se retrouver dans le sous-sol et, le cas échéant, polluer les nappes phréatiques. À Fukushima, on ignore encore la véritable ampleur de cette pollution. Mais la catastrophe a mis en lumière les failles des procédures de sûreté. Ces failles ont fait réagir l'ASN, l'autorité de sûreté française. Le gendarme du nucléaire a demandé à EDF d'ajouter dans le programme du grand carénage des dispositifs supplémentaires pour protéger les centrales. L'ASN, à l'issue de l'accident de Fukushima, elle a demandé aux exploitants de réaliser un certain nombre d'études et puis elle a adopté des prescriptions. L'autorité de sûreté a dit, vous allez me faire 1 milliard de travaux par réacteur. La priorité désormais est de tout mettre en œuvre pour qu'un accident du type Fukushima ne puisse pas se produire en France. On imagine des menaces encore plus importantes que celles prises à la conception et on regarde la capacité des centrales à résister. Premier enseignement, le cœur nucléaire doit être refroidi en permanence et il faut pour cela qu'en toutes circonstances, la centrale reste alimentée en électricité. Donc l'accident de Fukushima, il a mis en évidence que les sources électriques, c'est vraiment un point de vulnérabilité majeur et donc il faut qu'ils soient particulièrement robustes. Sur les réacteurs français, il y a plusieurs types d'alimentation en électricité. Habituellement, on utilise la source principale, à savoir des lignes électriques classiques. En cas de défaillance, des générateurs de secours à moteur diesel sont prévus pour prendre le relais. Le problème, c'est que ces groupes électrogènes, comme à Fukushima, ne sont pas suffisamment protégés des agressions extérieures. Par exemple, à la centrale du Blayais, près de Bordeaux, au moment de la tempête de 99, vous avez 2 diesels de secours sur 4 qui ont été noyés. Donc ça prouve bien que vous pouvez avoir des diesels qui sont trop bas sur l'eau. Cet incident démontre la nécessité d'une alimentation de secours bien plus sécurisée. Après l'accident de Fukushima, il a été décidé de rajouter pour chaque réacteur un diesel de secours supplémentaire, mais qui lui va être conçu pour résister à un niveau de séisme plus important que celui qui avait été pris en compte à la conception des centrales. Cette alimentation électrique supplémentaire est un véritable défi technique. Elle exige la construction d'un nouveau bâtiment près de chaque réacteur. Son nom, le diesel d'ultime secours. Là, derrière moi, vous voyez 2 bâtiments. Les 2 diesels ultime secours, parce qu'il y en a un pour chaque tranche. À Saint-Laurent-des-Eaux, dans la région centre, la centrale nucléaire possède 2 réacteurs. On a donc construit ces gros bâtiments de 25 mètres de haut en double. Donc, pour faire les travaux, ça a pris 2 ans. Donc c'est toutes les voiries, réseaux divers, tous les travaux de terrassement, le génie civil, le montage électromécanique et les essais. 2 ans de travaux pour édifier cette forteresse. À l'intérieur, on trouve un énorme moteur alimenté au diesel. C'est exactement comme votre moteur de voiture. Vous avez un réservoir de voiture, là vous avez votre réservoir de fuel pour alimenter le diesel. Donc ça permet de faire fonctionner le diesel pendant 7 jours à pleine charge.
Ce moteur surpuissant est capable de reprendre le relais en cas de besoin. Capable d'alimenter en électricité les pompes qui viendront refroidir le cœur du réacteur. Ce sont des générateurs électriques qui sont situés à l'intérieur de bunkers et qui pourraient, même en cas de séisme par exemple très grave, continuer à alimenter les principaux équipements d'une centrale nucléaire. Ces bunkers sont montés sur des plots antisismiques prévus pour résister à des tremblements de terre très improbables en France. Et ce n'est pas tout. Nous avons étudié les cas les plus extrêmes d'inondations externes. Donc en cas de crue de la Loire, tout le bâtiment est protégé. Le paradoxe, c'est que ces bunkers et toute la technologie qu'ils contiennent devraient ne jamais servir. Du moins, c'est ce qu'on espère. Si le diesel démarre, c'est qu'il y a eu un événement grave. Ça veut dire que toute la région centre est sous l'eau. Donc on espère que ça n'arrivera jamais. Crue historique, séisme exceptionnel, tempête ou tornade phénoménale, quelle que soit l'agression extérieure qu'elle subit, la centrale doit pouvoir résister. Mais peut-on vraiment tout anticiper, prévoir l'imprévisible ? Il faut imaginer des situations plausibles qui peuvent être très improbables, mais qu'on peut imaginer et essayer de se protéger de la meilleure façon contre elles. Et la technique pour faire ça s'appelle la défense en profondeur. Donc on va interposer plusieurs lignes de défense de façon à faire face à tout type de menace. Les diesels d'ultime secours constituent une ligne de défense de plus. Mais cela pourrait ne pas suffire en cas d'accident de type Fukushima. Alors, un autre dispositif a été imaginé dans le cadre du grand carénage, la FARN, la Force d'Action Rapide Nucléaire. Constituée de 300 agents EDF volontaires, cette unité unique au monde doit être prête à intervenir en 24 heures sur n'importe quel site de l'Hexagone. Ce sont des équipes qui ne sont pas situées sur le site, qui sont à l'extérieur, qui sont réparties en France, qui peuvent se projeter sur un site accidenté. Pour se préparer à un accident nucléaire, la FARN multiplie les exercices grandeur nature. Comme aujourd'hui à la centrale de Palluel en Normandie, avec un scénario plutôt angoissant. La centrale de Palluel est confrontée à un aléa climatique. On ne peut plus accéder au site. Très forte tempête, des dégâts partout, donc c'est très très difficile. Heureusement, ces pompiers du nucléaire disposent de moyens spectaculaires pour accéder à la centrale. Des poids lourds tout-terrain capables de transporter de très gros générateurs électriques. Des hélicoptères de type Puma pouvant soulever des charges de plus de 10 tonnes. Des barges à fond plat et des embarcations fluviales permettant le franchissement de n'importe quel plan d'eau en mer ou sur un fleuve. Tout cela dans un seul but, transporter et faire fonctionner les équipements indispensables à la survie des réacteurs. Typiquement, ça va être des pompes, ça va être des sources électriques, ça va être des filtres. C'est tout un tas d'équipements en fait qui ont manqué à Fukushima. L'air, l'eau et l'électricité sont les 3 ingrédients indispensables pour refroidir un réacteur. Sans eux, le combustible radioactif grimperait à une température extrême et risquerait de faire fondre le cœur nucléaire. La principale problématique d'un réacteur, c'est d'être refroidi. Et pour le refroidir, il faut à peu près le débit d'un camion de pompiers, environ 60 mètres cubes heure. L'idée, c'est de pouvoir connecter cette pompe à un circuit de façon à ce que le réacteur soit refroidi. Et c'est ce qui a été tenté à Fukushima, qui n'a pas toujours réussi, mais lorsque cela a été réussi, ça a sauvé la situation. Les pompiers de la FARN seraient-ils en mesure de sauver une situation aussi périlleuse qu'à Fukushima? Difficile de l'affirmer. Mais l'existence de cette brigade d'intervention prouve que le risque d'un accident nucléaire majeur en France est pris très au sérieux. Le pire scénario est celui de la fonte du réacteur. Car le magma hautement radioactif, le corium, a le pouvoir de faire fondre et de percer tout ce qui se trouve sous lui, y compris le béton. Dans les 19 centrales françaises, la dalle située sous l'enceinte n'est pas une protection suffisante. Mais il existe une solution. On la trouve dans la toute nouvelle génération des centrales françaises, l'EPR, dont le premier et unique exemplaire dans l'Hexagone vient de sortir de terre à Flamanville, au bord de la Manche. L'EPR est le premier réacteur français
pour lequel la possibilité d'un accident de fusion du cœur a été prise en compte dès la conception. En France, la construction de l'EPR a été lancée en 2007. Un chantier très compliqué qui aura duré plus de 10 ans. Son réacteur sera le plus puissant au monde. Et surtout, l'EPR est doté de dispositifs de sûreté totalement inédits. Pour les réacteurs récents comme le réacteur EPR, on voit qu'on est capable de construire ce qu'on appelle un récupérateur de corium, donc qui fait que même en cas d'accident grave, on est capable de contenir le corium à l'intérieur de l'enceinte de confinement. En théorie, avec ce dispositif, le corium s'écoulerait dans une chambre d'étalement de 170 mètres carrés avant d'être refroidi par un circuit d'eau. Objectif, confiner la radioactivité dans l'enceinte du réacteur et éviter qu'elle s'échappe dans l'environnement. Une innovation majeure qui empêcherait qu'un accident se transforme en catastrophe. Mais pour l'instant, le récupérateur de corium n'équipe qu'un seul réacteur, l'EPR. Qu'en est-il des 58 autres ? Les réacteurs ont été conçus dans les années 70-80. On ne disposait pas de technologie qui permettait de récupérer ce corium et éviter qu'il ne sorte de l'enceinte de confinement. Or, pour le réexamen de sûreté associé au passage des 40 ans, la SN a demandé à EDF de se rapprocher le plus possible du niveau de sûreté d'un EPR. En toute logique, tous les réacteurs en activité devraient se mettre au niveau de l'EPR à l'occasion du grand carénage et se doter d'un récupérateur de corium. Mais c'est techniquement impossible. Selon les ingénieurs, les centrales actuelles ne sont pas compatibles avec ce dispositif. Dans les centrales françaises, il n'y a pas la place pour rajouter un récupérateur de corium. Un casse-tête pour EDF qui étudie une autre solution pour récupérer le corium en cas d'accident. La solution qu'envisage EDF à l'heure actuelle, c'est de renforcer le béton au fond du bâtiment du réacteur. Il faut mettre en place une couche de béton sacrificielle supplémentaire, mettre en place un système de refroidissement, mettre en place une instrumentation également. Mais ce système envisagé par EDF ne fait pas encore l'unanimité. Les mesures que semble envisager EDF aujourd'hui pour traiter cette question de la récupération du corium me semblent très hasardeuses et pas du tout à la mesure de ce que propose l'EPR, qui est un vrai dispositif dédié à la récupération du corium. C'est aujourd'hui à l'état de projet chez EDF. Donc nous, ce que l'on va regarder, c'est effectivement l'efficacité de cette solution. Est-ce qu'elle marche dans 100% des cas ? Est-ce qu'il y a des cas où elle n'est pas totalement efficace ? Ce n'est pas tout. L'EPR possède un autre dispositif de sûreté qui n'existe pas dans les centrales actuelles. Une énorme enceinte de protection qu'on appelle la coque avion. Elle est là principalement pour protéger les assemblages combustibles qui sont dans la piscine face à des agressions extérieures, comme par exemple une chute d'avion sur le bâtiment. Cette coque avion couvre l'intégralité de la zone nucléaire, alors que les enceintes des centrales de l'ancienne génération ne protègent que le réacteur. Mais le programme du grand carénage ne prévoit pas la construction d'un tel système sur les sites existants. Pourtant, des actes de malveillance ou de terrorisme ne peuvent pas être exclus. Personne mal intentionnée pourrait provoquer volontairement ce contact entre un avion et un bâtiment nucléaire. Les actes de malveillance vont chercher à exploiter les vulnérabilités, les failles de la sûreté des installations nucléaires. Pour cette raison, un bâtiment très particulier fait l'objet de la plus grande attention dans les centrales actuelles, la piscine combustible. Ce bâtiment est situé juste à côté de l'enceinte de confinement du réacteur. La raison de cette proximité est purement pratique. Quand le combustible a été épuisé, l'assemblage il est déchargé du cœur du réacteur et puis il est mis dans la piscine du combustible usé qui se situe à proximité. Rares sont les visiteurs qui sont admis à pénétrer dans ce bâtiment. C'est un lieu sensible car ce bassin abrite une quantité importante de combustible radioactif qui génère encore beaucoup de chaleur. Ces combustibles usagés ont une puissance résiduelle qui s'évacue par la chaleur et transmise à l'eau et donc on refroidit en permanence cette eau. L'eau sert à refroidir le combustible usé. Celui-ci va rester dans la piscine environ 2 ans avant d'être envoyé à l'extérieur de la centrale dans une usine de retraitement des déchets nucléaires. Mais cette eau a aussi une autre fonction. L'eau, si elle est suffisamment épaisse, va arrêter les rayonnements radioactifs. C'est une protection efficace contre le rayonnement.
Et donc au-dessus de ces assemblages, vous avez une hauteur d'eau de presque 8 mètres. L'eau protège l'environnement de la radioactivité et assure le refroidissement du combustible. Il est donc essentiel que cette eau ne puisse jamais s'échapper du bassin. Or, contrairement à l'enceinte de confinement du réacteur, le bâtiment où se trouve la piscine n'est pas bien protégé contre une agression extérieure. Il n'est pas envisagé sous l'angle de la sûreté de bunkériser les piscines, alors que si on voulait les amener au même niveau qu'un réacteur EPR, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Une attaque contre ce bâtiment, la chute d'un avion par exemple, pourrait endommager la piscine et la vider de son eau. Dans ce cas, le combustible ne serait plus refroidi et il pourrait devenir incontrôlable. Ce scénario peut paraître improbable, mais il a été pris en compte dans la conception de l'EPR. Vous ne pouvez plus, dès lors qu'une brèche suffisante existe dans une piscine, vous ne pouvez plus intervenir et vous ne pouvez plus rattraper la situation. Malgré ce risque, la construction d'une coque avion pour protéger les piscines combustibles ne figure pas dans le programme du grand carénage. Mais le scénario d'une agression extérieure n'est pas pour autant négligé. La parade existe et elle relève de la responsabilité de l'État, car elle est d'ordre militaire. Il faut en effet savoir que l'armée de l'air surveille en permanence l'espace aérien autour des installations nucléaires. Elle se tient prête à intervenir en cas de menace, mais les modalités de cette protection sont tenues soigneusement secrètes. Une des difficultés de la sécurité nucléaire, c'est que le principe consiste à ne pas faire connaître aux méchants, entre guillemets, les parades qu'on a mis en place pour faire face à leurs actions néfastes éventuelles. C'est pour ça que ce sujet est entouré d'un secret pour protéger cette information. Absence de coque avion, impossibilité de créer un récupérateur de corium. Le chantier du grand carénage a beau être pharaonique, il ne pourra pas transformer des sites nucléaires construits il y a 40 ans en centrales neuves. Car pour cela, il faudrait changer toutes les installations et c'est évidemment impossible. D'autant que certains composants d'une centrale ne peuvent pas techniquement être remplacés. C'est le cas du plus important d'entre eux, la cuve où se produit la réaction nucléaire. La cuve est un élément particulier en ce qu'il n'est ni remplaçable, ni réparable. L'état de la cuve est donc déterminant pour décider si un réacteur de plus de 40 ans peut continuer à fonctionner ou s'il faut l'arrêter définitivement. La durée de vie maximale d'un réacteur nucléaire, elle va être définie en fonction des équipements qui sont non remplaçables. Et c'est aujourd'hui la cuve qui est l'élément le plus limitant. Donc lorsque la cuve aura atteint sa fin de vie, eh bien la centrale nucléaire aussi aura atteint sa fin de vie. Reste à savoir à quel âge une cuve, et par conséquent toute la centrale, doit être mise à la retraite. Il n'y a pas de date limite de fonctionnement pour une centrale nucléaire à partir du moment où on y investit régulièrement et où elle est bien entretenue. Les Américains sont exigeants aussi sur le plan de la sûreté. Et aujourd'hui, certains exploitants américains envisagent même d'aller jusqu'à 80 ans. La limite envisagée aujourd'hui par l'autorité de sûreté nucléaire est bien plus courte. Il y a une limite à 60 ans qui est relativement forte. Avec les connaissances mécaniques qu'on a aujourd'hui, on voit difficilement comment les cuves des réacteurs pourraient être exploitées au-delà de 60 ans. 60 ans pour les cuves et donc pour les centrales françaises. Cela voudrait dire que, quoi qu'il arrive, dans les 20 ou 30 ans qui viennent, il faudra fermer définitivement les 58 réacteurs nucléaires de l'Hexagone. Un enjeu important pour les décennies à venir, ça va être la fin du parc nucléaire actuel. Les réacteurs, certains atteignent aujourd'hui 40 ans, certains iront peut-être jusqu'à 50, d'autres jusqu'à 60. Mais en tout état de cause, il faut commencer à prévoir dès aujourd'hui la fin de ce parc nucléaire. Des équipements remplacés ou remis à neuf, des nouveaux dispositifs de sûreté, des contrôles de tous les points sensibles, une brigade spéciale pour intervenir en cas d'accident. Le grand carénage va prolonger la durée de vie du parc nucléaire français. Mais à long terme, il ne résoudra pas la question de notre avenir énergétique. La France va devoir choisir entre plusieurs solutions. Soit fermer progressivement les centrales nucléaires existantes et investir dans d'autres sources d'énergie pour les remplacer,
soit relancer le programme nucléaire en construisant des nouvelles centrales de type EPR. Ou bien les deux à la fois. Ce choix appartient au pouvoir politique et il ne lui reste plus beaucoup de temps pour se décider.